suis absolument ravi d'être là. Quand Pierre-Étienne et Vincent m'ont proposé d'intervenir ce soir, ils m'ont dit, bon, toi, c'était une question assez simple, en tant qu'entrepreneur, tu fais quoi pour la planète? Vaste sujet, qui touche à la fois des sujets personnels et émotionnels assez forts, et puis t'as 7 minutes. Ok. On peut l'aborder de tout un tas de manières philosophiques ou autres, mais je ne suis qu'un ingénieur. Ma toute première réaction, ça a été aussi un tout petit peu dit juste avant. En fait, la planète, elle n'a pas besoin de nous. Elle se porterait peut-être potentiellement mieux sans nous. Donc, elle n'a pas besoin d'être sauvée. Mais là, on va vers le suicide collectif, la deep écologie. Bon, ça n'amène pas beaucoup d'espoir. Et du coup, cette notion d'espoir est pour moi un peu clé. Il y a une quinzaine d'années, quand j'ai décidé d'avoir des enfants, je savais déjà, pour avoir eu quelques lectures sur la criticité des sujets environnementaux, de notre dépendance aux énergies et des enjeux climatiques. Mais c'est en conscience et délibérément que j'ai quand même décidé d'avoir 3 enfants. Avec une promesse vis-à-vis de moi-même, un engagement de consacrer du coup ma vie à essayer de leur offrir un peu d'espoir, et donc d'essayer de faire tout ce que je pouvais faire le plus efficacement possible pour essayer de préserver leur environnement, c'est-à-dire la biosphère. Et donc pour répondre en fait directement à la question, je pense que le rôle de l'entrepreneur et accessoirement du père, c'est d'essayer d'amener un peu d'espoir aux générations futures, le suicide collectif étant pas forcément très gai. Alors, une fois qu'on a dit ça, bon, c'est pas un espoir qui est naïf. C'est-à-dire que, en plus en tant qu'ingénieur, je pense qu'on comprend un petit peu les sujets des limites physiques des choses. La pente est extrêmement raide, les défis sont immenses. Tous les challenges auxquels on doit faire face. Mais face à ces défis, je pense que l'action est bien plus intéressante, amène beaucoup plus de réjouissance que le fatalisme ou que l'immobilisme. Donc à partir du moment où on décide de s'engager dans l'action, je pense que, intuitivement, après je fais pas des grandes théories, mais on a envie d'être un peu efficace. Et si possible, ça peut peut-être être un peu vaniteux, mais d'essayer de voir quel impact on va avoir, de pouvoir un peu sortir les résultats. En tant qu'ingénieur, et donc à partir du moment où on comprend les problématiques énergie-climat, il y a plusieurs leviers d'action. L'évolution des comportements. Cesser le gaspillage considérable, cesser les comportements complètement déviants. C'est plutôt des sciences politiques, sociales, humaines. C'est pas nécessairement dans ce domaine-là que je me sentais le plus efficace. Un autre domaine dans lequel on peut agir, c'est l'efficacité énergétique, réduire le gaspillage d'énergie. Pourquoi pas? Mais de toute façon, même si on réduit sensiblement notre consommation d'énergie, ce qui est absolument nécessaire, à peu près d'un facteur 4, dans la réflexion, on est dans les années 2003-2004, il faudra de toute façon de l'énergie. Donc le problème tel que je le percevais il y a 20 ans, et tel que je le perçois toujours, il est assez simple en fait. L'essentiel de l'énergie qu'on consomme aujourd'hui, qu'elle soit fossile ou fissile, c'est des stocks. Et ça a été dit tout à l'heure, des stocks c'est fini, par définition. C'est pas très compliqué à comprendre. Donc de toute façon, il faut s'en passer. On n'a pas le choix. Et la civilisation moderne est totalement dépendante d'énergie. On le vit au jour le jour. Donc à partir de là, comment on peut s'en passer des stocks? Eh bien, effectivement, les seules énergies qui soient non stocks, c'est les énergies renouvelables. Il faut développer massivement les énergies renouvelables parce que de toute façon, qu'on le veuille ou non, le monde de demain sera 100% énergie renouvelable. Quand on pense énergie renouvelable et qu'on a aussi cette éducation française, il y a un prisme qui est très électrocentré et assez nucléarisé. Et puis quand on gratte un peu, en fait, le nucléaire, c'est 2% de l'énergie finale dans le monde, donc c'est un non-sujet. Et on parle beaucoup d'électricité renouvelable. Mais l'électricité spécifique, c'est 15% de notre consommation finale d'énergie. Donc le sujet, il n'est pas là non plus, en fait. Même si l'électrification est nécessaire, etc. Là où bas blesse, c'est que 85% de l'énergie qu'on consomme vient des fossiles. Et la manière dont on l'utilise, c'est chaleur-transport. Et ça, l'électricité va pas pouvoir tout couvrir. Donc il
il faut développer massivement l'éolien et le photovoltaïque et les autres hydrauliques et sources d'électricité non renouvelables, mais ça va pas suffire. Et là, revenons un tout petit peu à la source. La première énergie qu'on utilise en quantité aujourd'hui et historiquement, c'est la biomasse. Quand on cherche à valoriser l'énergie de la biomasse, la première des transformations, c'est que ça produit un gaz renouvelable qui est composé de méthane. Donc il y a 2 fois plus de dihydrogène dans le méthane que dans l'hydrogène. Donc il y a quand même un peu d'hydrogène dans cette histoire. Le méthane, le biométhane, donc le gaz renouvelable issu de la biomasse, il n'a pas d'impact. C'est une énergie propre, non polluante. Quand on la brûle, c'est ce que vous brûlez dans votre gazinière. Il n'a pas d'impact sur le climat, puisque c'est un carbone qui est issu de l'atmosphère. Il utilise les mêmes infrastructures que ce qu'on utilise aujourd'hui. Il est très bien réparti sur la planète, parce que partout où il y a des hommes, il y a de la biomasse. Pour moi, cette énergie a toutes les qualités. Donc là, on est en 2006-2007, je suis devenu un militant du gaz renouvelable. Peut-être si je remonte encore un tout petit peu à la source pour quelques éléments personnels, mais pourquoi aussi j'avais cette conscience au départ de ces sujets climat-énergie. Ma première conférence, donc je ne sais pas si c'est à cause ou grâce à mon père, mais première conférence sur les sujets énergie-climat, c'était juste après Rio, 93, donc j'avais une douzaine d'années. Et ces sujets donc me passionnent totalement. C'est aussi pour ça que j'ai probablement suivi une école d'ingénieur et que je m'y suis impliqué relativement tôt. Et donc, dans cette continuité et cet engagement dans le sujet énergie-climat, 2006-2007, je deviens un militant du gaz renouvelable. Pourquoi cette énergie n'est pas plus déployée ? Son seul défaut, si je puis dire, c'est qu'elle coûte beaucoup plus cher que le gaz fossile. Alors parce que le gaz fossile n'intègre pas toutes les externalités polluantes, géopolitiques, militaires, etc. Qu'on devrait intégrer dans une économie qui serait un peu plus saine. Mais toujours est-il que dans l'économie d'aujourd'hui, le gaz renouvelable est beaucoup plus cher que le gaz fossile. Bon, en travaillant quand même sur les technologies et pour essayer de trouver donc des alternatives au gaz fossile que Air Liquide consomme beaucoup par du gaz renouvelable, on regarde aussi un certain nombre d'autres gisements. Et là, nouvelle découverte, beaucoup plus pénible, les décharges, les installations de stockage de déchets. Dans les différentes sources de biogaz, vous pouvez produire du biogaz à travers la méthanisation agricole. C'est quelque chose qui se développe relativement bien aujourd'hui en France et qui est une très très bonne filière qu'il faut déployer massivement. Mais en regardant l'ensemble des autres sources, il y a une autre source que je découvre en 2006-2007, qui sont les décharges. L'humanité produit des quantités mammouthesques de déchets, 2 milliards de tonnes par an, et c'est en forte croissance. Et l'essentiel de ces déchets vont dans des décharges. Et en fait, d'un côté, on est en train d'essayer de produire du gaz renouvelable pour substituer le gaz fossile, et en fait, juste à côté, on laisse partir aux petits oiseaux des quantités énormes de méthane à partir des installations de stockage de déchets, des décharges dans des pays en développement. Et là, on creuse un petit peu et les chiffres sont monumentaux. En fait, les émissions de méthane représentent un des principaux contributeurs à l'élévation concrète des températures à court terme. On continue à creuser un petit peu, parce que je ne suis pas dans le technosolutionnisme, mais à l'époque, j'avais déjà la vision qu'il fallait absolument qu'on agisse dans les 10 ans. L'urgence était absolue. Et là, on se rend compte qu'en fait, le méthane est un très puissant gaz à effet de serre. À l'époque, on parlait d'un facteur 28. Mais il y avait déjà quelque chose qui clochait, parce qu'on savait déjà que la durée de vie du méthane dans l'atmosphère, c'était 10 ans. Donc pourquoi aller chercher un facteur de correction sur 100 ans quand en fait, la durée de vie du méthane est 10 ans ? 60% des émissions de méthane sont d'origine anthropique, des activités humaines. Autre sujet qui questionne. Du coup, la concentration en méthane a augmenté de 170% depuis l'ère pré-industrielle, quand le CO2 est à plus 40%. Donc on continue à creuser ce sujet qui devient très intéressant. Et en fait, on se dit tout simplement, et c'est vraiment, je dirais, une idée de bon sens, pourquoi pas récupérer ce méthane pour en faire du biométhane et substituer le gaz fossile. Double effet d'atténuation du changement climatique, puisqu'on limite les émissions de méthane, et on substitue du gaz fossile. Alors le méthane, depuis, est devenu la priorité numéro 1 de la COP, la conférence des parties. Pourquoi ? Parce que sur 20 ans, c'est 84 fois l'effet du CO2, et sur 10 ans, qui a la durée de vie réelle, c'est pas encore, peut-être 150 fois.
Donc s'il y a bien un sujet qu'il faut traiter de manière extrêmement urgente, si on veut préserver les degrés, les 1,5 degrés ou 2 degrés, ou en tout cas des conditions de vie sur la planète, c'est le méthane. Et on peut traiter ce sujet. On peut traiter ce sujet parce qu'il y a quelques sources d'émissions qui sont concentrées, c'est les installations de stockage, les mines abandonnées et puis l'industrie gazière en évitant un certain nombre de fuites. Aller mettre des tuyaux dans la bouche des vaches ou récupérer le méthane des rizières, c'est un poil plus compliqué, c'est pas pour demain. Et donc, pour pouvoir récupérer le gaz de décharge, on en vient à l'enjeu justement de l'innovation et de la technologie. Si ce gaz part aux petits oiseaux, et aujourd'hui est un des principaux contributeurs du changement climatique, c'est simplement parce qu'il n'y a pas de solution technologique qui permettent d'en tirer une valeur économique. C'est-à-dire d'avoir une capacité à déployer une solution industriellement et économiquement viable. Et donc, on a inventé en 2007 une technologie qui est finalement le couplage de deux technologies qui étaient préexistantes au sein d'Air Liquide, la membrane et la distillation, et qui permet de transformer cette pollution en une énergie qui est l'équivalent du gaz naturel. Alors, pour mener un tel projet, c'est impossible tout seul. Et d'où aussi les liens avec le collectif et le capital humain. Pour créer ce projet, déjà, on a dû quitter Air Liquide. Parce que beaucoup trop disruptif, besoin d'agilité et de déployer le plus massivement possible cette solution au niveau mondial. Et donc, on a créé avec Nicolas Guénaël, et c'est clair que sans ce trio initial, on n'aurait jamais pu réussir. À la fois de par la complémentarité, Guénaël est un pur expert du génie des procédés, Nicolas est un expert industriel, moi plutôt développeur, et en fait on s'est vraiment complété, et ce qui a permis le succès du projet. Et aujourd'hui, de voir ce collectif qui s'engage progressivement aussi pour la planète, et l'initiative TTI, ça fait chaud au cœur. Donc le collectif est absolument essentiel vis-à-vis de la complexité des sujets à traiter. C'est pas le sujet d'un seul homme. Ouais, faut que j'aille un peu plus vite, excuse-moi. Yes. L'autre élément clé, c'est le scale-up. Si on veut avoir effectivement, puisque c'était l'objectif de l'impact, et c'était la création de WAGA en 2015, il faut déployer le plus rapidement possible la solution pour aller récupérer ces émissions de méthane et donc lutter contre le changement climatique. Ce qu'elle est ce type d'activité industrielle extrêmement capitalistique, pas d'illusion, l'arme la plus puissante qu'on ait aujourd'hui, c'est les marchés financiers, les capitaux. C'est-à-dire qu'on a des milliards à investir. Si la technologie n'a pas déjà les hommes, la persévérance, la détermination derrière et la compétitivité dans le monde actuel, ça ne va pas marcher. Il faut être compétitif. C'est ce que, je vois Xavier, c'est ce que les énergies électriques, renouvelables électriques ont réussi à faire. L'hydraulique en premier, puis le photovoltaïque et le lien, être à ce qu'on appelle la parité réseau, grid parity, c'était le Graal pour commencer à déployer des milliards d'euros et que ça devienne le prix de référence et donc la solution de référence. Et c'est ce qu'on a voulu faire avec WAGA Énergie, pouvoir produire du gaz renouvelable à prix de marché pour commencer à mettre l'ensemble des communautés sur le pas dans la voie du gaz renouvelable. Donc le capital humain, le capital financier, ce qui permet le scale-up et voilà, gérer la contribution de WAGA. Donc cette action est donnée un peu du sens à la fois aux investisseurs, aux collaborateurs, à l'ensemble des parties prenantes, à nos partenaires. C'est extrêmement épanouissant, c'est un catalyseur de succès et on espère que du coup on a un impact le plus important possible, positif sur la planète. Bravo, merci.